monde en pleine mutation. C'est aussi ce qu'on fait ici, autour des experts. Sur les questions économiques, là c'est de la géopolitique, c'est absolument passionnant. Ce sera tous les jeudis sur les plateformes de diffusion et au menu de ce premier épisode aujourd'hui, le Groenland, l'Iran et le Canada. Courez-y, c'est formidable. Et puis toutes vos questions sur mon compte Twitter pour l'économie aujourd'hui, vos réactions, vos questions, n'hésitez pas. Le compte c'est Legenra, Legenra sur Twitter, X Twitter. Allez, le premier sujet, je voudrais qu'on parle de cette note de la BCE, enfin un article publié dans le bulletin de la Banque Centrale Européenne hier, qui explique que en baissant simplement de 2% la masse normative de nos textes, nos réglementations entre chacun des États membres, ça suffirait en réalité à compenser à terme le coût des barrières douanières mises en place par Donald Trump. C'était début avril. On ne parle que de ça depuis bientôt un an, mais en réalité, ce que dit cet article, je commence avec vous, Roland Gillet, c'est que le pire des protectionnismes, on l'a chez nous, sur notre marché unique. Oui, ce qui est le pire, c'est qu'on le fait entre nous. Donc, c'est même avant même d'aller à l'international. Regardez d'ailleurs, au niveau de ce qui se passe pour le moment, ceux qui ont des plus grosses difficultés sont l'Allemagne. Mais l'Allemagne est vraiment un des pays en Europe, avec l'Italie, qui exporte le plus en dehors de la zone euro. Les autres sont beaucoup des fournisseurs. Il y a des nuances à ce que je dis, mais c'est un peu l'idée. Et eux ont des difficultés déjà depuis longtemps, parce que justement, on a difficile à créer d'abord des géants européens. On voit que quand on veut être très bon, on peut l'être. Airbus est une très belle réussite, où là, on n'a pas eu de problème entre nous. Il y a eu d'autres essais, par ailleurs, et à l'époque, j'avais été voir les textes, parce que je ne suis pas un spécialiste, quand je travaillais pour le gouvernement Michel en Belgique, c'était d'aller voir pourquoi Verstager avait bloqué Siemens Alstom. Oui. Et quand on regardait, elle avait juste fait son travail, c'était clairement comme ça. Ça a évolué, mais on est encore loin de ce qu'on devrait faire pour pouvoir un jour recréer des gens qui sont d'abord de taille, mais qui sont en plus de taille à être un leader. Il y avait un vrai débat sur cette fusion Alstom-Siemens. Voilà, et donc c'est pour ça que je reviens sur qu'on a créé deux géants, et Alstom et Siemens. Et si vous regardez de l'autre côté, quand on parlait de Boeing par rapport à Airbus, on avait toujours une tendance à dire les Américains font un peu comme les Chinois, ou éventuellement même certains pays du Golfe comme à Dubaï, ils subventionnent beaucoup via le militaire Boeing. Oui. Je vois quand même qu'aujourd'hui Airbus reste un leader, bien sûr, et devenu de plus en plus leader d'ailleurs dans le domaine, même si Boeing est évidemment un de ses principaux concurrents, mais ça montre que quand on est unis, on peut être très bon. Ça, c'est un des premiers éléments. Maintenant, si on rajoute en plus toute une série de choses, et je ne parle même pas du côté de l'intelligence artificielle, mais je le dis quand même, où là, on a tendance, nous, à déjà légiférer de façon très complexe, pour des raisons qui peuvent être au départ tout à fait louables, de dire on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle, ce que vous voulez, mais néanmoins, avant même de créer des semi-start-up qui peuvent rivaliser au niveau mondial, on met déjà beaucoup de législation partout. Donc je veux croire que si on a des gens muselés par de la législation, dont certaines peuvent avoir un sens, mais qu'au niveau mondial, sur les blocs tels que la Chine ou les États-Unis, alors qu'on a parfois déjà du retard, on continue dans cette voie-là, qu'on ne s'étonne pas alors qu'effectivement, en dehors du commerce entre nous, où on se dispute quand même par du dumping pas mal de choses, on en est encore forcément à l'international, où c'est encore un peu plus concurrentiel, avec des acteurs très forts, dont un qui bouscule tout le monde, qui est les États-Unis, et de l'autre côté, un qui est très compétitif et concurrentiel, la Chine. Donc moi, je trouve que ce qui est là est bien dit, et que ça vienne d'un organe européen, pour tous les Européens, montre à quel point notre désunion crée la difficulté. La Chine, c'est la Chine. Les États-Unis d'Amérique, c'est les États-Unis d'Amérique. Et nous, on est encore une composition en voie de devenir sur des problèmes où on a besoin d'être globalisé. Thomas, les chiffres, ils sont spectaculaires. Moi, je trouve, dans cet article, on parle quand même de plusieurs dizaines de milliards d'euros de coûts de ces surtranspositions, de ces normes. Qu'on parle des biens, on est entre 70 et 90 milliards de coûts. Si on parle des biens ou des services, l'ennemi protectionniste, il est à l'intérieur. Oui, c'est quelque chose qui était aussi très fortement décrit dans le rapport Draghi l'année dernière. Alors peut-être deux choses pour compléter ce qui a été dit. Bon, d'une part, il y a beaucoup d'évaluations des barrières protectionnistes au sein de l'Union européenne, et les évaluations, elles varient. C'est-à-dire ça va d'équivalent de droits de douane autour de 15% selon certaines estimations, à plus de 60% sur les biens. C'est ce qu'a l'air de dire la BCE, là, effectivement. Elle est plutôt dans le haut de la fourchette. La fourchette, elle est quand même assez large. Et
ces équivalents de barrières tarifaires sont, quoi qu'il en soit, beaucoup plus importantes sur les services. Là, on est plutôt plus de 100% d'équivalent de droits de douane, d'échange de services entre les pays. Oui, pardon, d'ailleurs, je vous disais de 70 à 90, c'est pas des milliards, c'est des pourcents, effectivement. Et on est à plus de 90% sur les services, 95% selon la BCE. Bon, alors sur les biens, on voit... Ça paraît dingue. Ça paraît dingue, mais en même temps, les services, c'est quoi? C'est en partie, par exemple, les services médicaux. Vous avez des réglementations au niveau national qui ne sont pas les mêmes entre les pays. Donc, vous avez aussi des particularités nationales qui font que ce n'est pas forcément évident. Sur les biens, on comprend assez facilement l'intérêt d'un grand marché, l'intérêt aussi d'avoir des acteurs de taille européenne pour rivaliser avec les géants américains et chinois. Mais on voit bien que sur les services, c'est un peu plus compliqué. Donc, ce qui explique aussi que les échanges de services sont significativement plus faibles entre pays européens que les échanges de biens. Non, mais pardon, on a à peu près le même mode de vie. Oui, mais vous n'avez pas exactement les mêmes systèmes de sécurité sociale. Vous avez un certain nombre de législations nationales qui sont différentes entre les pays. Donc, ce dont parle ce type d'études, c'est des gains de croissance potentiels. C'est différent des tarifs de 10 points de PIB selon le rapport Draghi, quand même. Hein. On parle de 2000 milliards de croissance potentielle en plus. Potentiel. Mais alors que les droits de douane ou le rouleau compresseur chinois, c'est potentiellement des pertes immédiates. Donc, c'est un peu différent. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est aussi potentiel parce que si on crée un grand marché commun, ce qu'il faut faire, mais vous êtes aussi en concurrence directement avec vos voisins. Et donc, c'est aussi le prix de la concurrence. Si vous êtes moins compétitif que vos voisins, on parlera tout à l'heure du secteur pharmaceutique, on voit bien qu'il y a des difficultés propres à la France et donc plus vous vous ouvrez, plus vous enlevez ces barrières et plus vous affrontez directement cette concurrence avec, évidemment, ça peut être pour le meilleur, mais ça peut être aussi, si vous avez des coûts qui sont plus importants, ça peut être aussi un facteur très déstabilisant. Bon, Jean-Marc, l'idée n'est pas non plus d'aligner l'ensemble des 27 sur un même régime. Il y a des spécificités nationales, comme vient de le souligner Thomas, mais quand même, on a un sérieux travail de simplification à mener. Oui, mais je pense que dans ce genre de rapport, comme on vient de le dire d'ailleurs, la façon de chiffrer est extrêmement aléatoire. Quand on arrive à des résultats, on vient de le dire, quand on une institution sérieuse, la Banque Centrale Européenne, tout de même. Oui, enfin, n'exagérons rien non plus. Mais revenons quand même. Je pense qu'il y a quand même trois problèmes derrière tout ça. Le premier, c'est qu'effectivement, on est 40 ans après l'acte unique. C'était février 1986, la signature de l'acte unique. Donc, on a créé un marché, mais on a gardé effectivement un certain nombre de... On pensait avoir une libre circulation des biens, des services et des personnes. Et donc, on se rend compte que finalement, c'est plus compliqué que ça. C'est pas une question de protectionnisme au sens strict du terme, de droit de douane. C'est une question, effectivement, de développement des règles et tout ça. D'ailleurs, au sein de l'Union européenne, il y a quand même des endroits où il y a la même monnaie, puis il y a des endroits où il n'y a pas exactement la même monnaie. Il y a encore, effectivement, des pays qui n'ont pas l'euro. Et donc, c'est pas du protectionnisme en tant que tel. Je crois que l'approche, et alors la deuxième remarque que je ferai, en disant c'est des normes, c'est ceci, c'est cela, je pense que l'enjeu est plus... Alors, c'était à la mode à un certain moment, je pensais d'ailleurs que ça déboucherait sur davantage d'actions, c'était de dénoncer les rentes qui existent dans un certain nombre d'activités économiques. Et donc le combat contre le protectionnisme qui avait été initié au 19e siècle, c'était un combat contre les rentes. Or cet aspect rente a totalement disparu du discours économique et politique. C'était le grand combat d'Emmanuel Macron à Bercy. Exactement, c'était le combat d'Emmanuel Macron à Bercy. Vous prenez même le discours de François Hollande, le célèbre discours du Bourget où il dit « je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance ». Quand vous décortiquez le discours, à un moment donné, il dit « mais en réalité, je vais combattre les rentes parce que le président Mitterrand nous avait dit que ce qui était condamnable, c'était de gagner de l'argent en normand et pas de gagner de l'argent en entreprenant ». Donc, ce discours sur les rentes est un discours qui s'est amoindri, qui a disparu. Et je crois que c'est ça le véritable enjeu. C'est pas la simplification dans l'absolu. C'est-à-dire, il y a des normes qu'il faut garder. Il y a je veux dire, quand l'Europe abandonne toute ambition sur le plan écologique, que le Green Deal passe à la trappe, que pour satisfaire les agriculteurs et éviter que les tracteurs deviennent les abonnés à la circulation dans Paris, on dit, on va arrêter de taxer les engrais, on va laisser rentrer les engrais, puis on va rajouter 24 milliards sur la PAC. Et puis, donc, effectivement, là, il y a des normes qui sont des normes qui sont utiles. On a parlé des médicaments. On va en
revenir là-dessus. Il y a quand même un rôle à jouer, effectivement, dans la définition sur les médicaments. L'autorisation de mise sur le marché, c'est quelque chose qui correspond à une norme qui est utile. Oui. Donc, je pense mais encore une fois, il n'est pas question de supprimer l'ensemble des normes. Donc, je pense qu'il faut... Peut-être que la création d'un régime unique pour le statut d'entreprise, le fameux 28e régime... Je pense qu'il faut effectivement avoir une logique qui est une logique de simplification, mais une logique de simplification dans le cadre de la lutte contre les rentes. Et le troisième enjeu que je mettrai en avant, c'est que les rentes qui sont les plus dramatiques, je pense, en Europe, ce sont les rentes de l'existence de secteurs publics surdéveloppés. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il faudrait dire, écoutez, on a décidé de mettre la concurrence dans les chemins de fer, donc le prochain programme de l'Union européenne, c'est la privatisation des chemins de fer. On a décidé de mettre de la concurrence dans l'énergie, le prochain programme, c'est la disparition des monopoles énergétiques. Et c'est pas de dire, vous savez, si on bouge là, et si on regarde telle lampe ceci, on va ramasser 2000 milliards. Mais, donc c'est privatiser plus que simplifier. Privatiser, combattre les rentes et sur des mesures concrètes et pas sur des chiffres fragiles. Roland, puis Thomas. La dernière partie de Jean-Marc est évidente. Moi, je pense que c'est certain que si on veut faire des choses, il faut les faire vraiment à l'échelle de l'Europe et à ce moment-là, faire jouer la concurrence et obtenir des résultats sans doute aussi là-dessus. Par contre, sur le plan des chiffres, je suis d'accord avec toi, Jean-Marc, c'est compliqué d'avoir des chiffres exacts. Et Thomas l'a rappelé également, mais si on jette les chiffres en sachant quand même qu'on est les champions de la réglementation, d'ailleurs tout le monde se moque de nous à l'extérieur, et surtout nos principaux concurrents, alors comme tu l'as très bien dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais on est quand même des champions pour éviter d'avoir des leaders mondiaux. Et en plus, quand on a même une concurrence entre nous, en fonction des avantages compétitifs qu'on a l'un avec les autres, on se les balance à la tête pour savoir si on peut faire d'un côté, à condition qu'on puisse le faire de l'autre. Et donc, on met des secteurs les uns en concurrence avec les autres et on organise même un dumping à certains moments. Donc, tout ça est mauvais, évidemment. Et c'est ça qu'on ait 2000 milliards et qu'on puisse dire... l'écart type ou l'écart par rapport à la réalité peut-être de 10 ou 15%. Ouais, so what, mais l'ordre de grandeur est quand même élevé. Et on tomberait même à 1000 milliards, c'est encore 1000 milliards, dont l'Europe, quand elle doit trouver parfois 300 milliards. J'ai vu quand même, chaque fois qu'on a dû trouver un peu d'argent, ce qu'on a dû faire pour y arriver, quand même on a dû faire parfois un emprunt européen, parce qu'on ne savait même pas le faire sur dotation propre. Je rappelle quand même que les États-Unis, c'est 23% du PIB qui peut servir directement et mobilisable. Nous, on n'en a pas. Tout doit passer par des décisions qualifiées qui repassent devant le Conseil européen avec un petit budget global d'1%. Donc quand on est petit là-dessus, on a besoin de beaucoup de moyens. Donc même 1000 milliards au lieu de 2000, ça ne change rien au raisonnement. Bon, Thomas ? Je pense que le non-dit derrière ce débat sur le marché commun, c'est qu'il y a un moment, ce qui bloque, c'est le fait que les Européens ne sont pas non plus très allants pour développer une union politique. Oui. C'est-à-dire que Mario Draghi, dans son rapport, il y avait une cohérence. C'est-à-dire qu'il parlait de développer davantage le marché commun et il disait parallèlement qu'il faut renforcer l'union politique. Or, si on interroge aujourd'hui les peuples européens, je pense en particulier le peuple français, je ne suis pas sûr qu'on trouvera une majorité de Français pour renforcer les pouvoirs de la Commission européenne ou de Bruxelles. Surtout quand on explique que tous les problèmes viennent de Bruxelles et que toutes les réussites sont évidemment nationales. Et donc je pense que là aussi, si on veut unifier les services, il y a un moment, ça relève de décisions politiques. Et je pense que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on le fait de façon un peu masquée, je vais prendre un exemple, c'est par exemple ce qui se passe sur les services numériques. Le gouvernement français, ces derniers jours, a lancé des initiatives pour essayer de réguler les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Pendant des années, il y avait eu des difficultés parce que c'était devenu une compétence européenne. Donc on ne pouvait pas réguler les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans parce qu'il y avait une directive européenne qui, en fait, de facto, prenait cette compétence. Donc là, on est un peu revenu en arrière, mais c'est juste pour dire que ça... Les Français ne sont pas au courant que si on doit réguler, si on devait réguler les réseaux sociaux, en fait, ça relevait en partie de Bruxelles. Et ça pose question, puisque une fois le gouvernement et les populations... Voilà, donc c'est juste un exemple pour dire qu'il y a une forme de schizophrénie, malgré tout, entre le fait qu'on voit, d'un point de vue presque théorique, tout l'intérêt qu'il y aurait à développer ce marché commun, mais en même temps, les peuples, ils sont réticents. Et parfois pour de bonnes raisons, malgré tout. Oui, on vient d'avoir un bel exemple. Ça pose la question du leadership politique. Un bel exemple. Les tarifs, c'est une des seules compétences importantes de la Commission. On a bien vu ce que ça a donné. Il y avait d'abord la Commission qui luttait, de toute façon, contre tous les tarifs, il faut en tous les cas essayer de trouver un accord. Et puis après, vous regardiez les produits qui étaient pris en compte, où on voyait que manifestement, il y avait un lobbying
de grands pays, alors je viens d'un petit, donc c'est facile de le dire dans ce sens-là, mais raconté en Belgique, c'est ce qu'il pouvait être dit. Oui. C'est-à-dire, on est un petit pays, on a moins de poids, donc nous, on est moins fort là-dedans, alors que des autres sont venus imposer, et on voyait la logique en regardant les produits. S'il y avait eu vous voyez, comme il y a l'homme politique qui parle, et puis il y a une bulle au-dessus. Et il y a une traduction, on aurait vu pourquoi. Hein. Donc, clairement, cette désunion, alors on peut l'amener, comme vous l'avez dit, en disant le peuple, lui, entend ce que des politiques disent. Quand ça ne va pas, c'est Bruxelles. Oui. Quand ça va bien, c'est nous. Et donc, c'est facile, évidemment, de retaper les problèmes sur la Commission et de garder tout ce qui va bien, chacun pour soi. Mais le résultat donne ça. Mais se priver de 1000 milliards, de 500 milliards, ou de 1500 milliards et voire 2000, c'est énorme. Tout le monde en profiterait quand même. Enfin, il peut y avoir un bien commun. Moi, ce que je trouvais très bien dans tout cela, pour le coup, lui, je le connais vraiment bien, Mario, j'avais trouvé qu'il fait toujours les choses dans un ordre qui fait que ça démontre à quel point on est faible quand on veut faire les choses dans l'importance. Si on regarde la transition écologique, il avait mis devant, ça coûtait de l'ordre, je ne me souviens plus, mais 500 milliards, et puis il ajoutait 200 ou 300 milliards pour les défenses militaires, et puis il restait pour la digitalisation et tout ce qu'on voulait renforcer. Et il avait mis dans ce sens-là. Et là, il ne restait plus que quelques milliards, et on arrivait déjà à un global de 800 milliards. Mais c'était aussi en disant, d'abord, comment est-ce que vous allez le financer ? Sans dette, c'est sûrement pas par du budget, vous êtes déjà quasiment les grands pays en déficit. 2, à supposer que vous fassiez par dette, vous avez vu ce qui reste pour le reste si vous gardez les ambitions telles quelles. Et je ne suis pas en train d'être climato-sceptique, je dis juste comme il les a tournées. Donc, si à un moment donné, quand on fait des choses mieux que les autres par la réglementation, pour la transition écologique, qu'on fait mieux pour éventuellement se réarmer, étant donné ce que nous demande d'ailleurs depuis longtemps, ce qu'on s'est engagé à faire en 2014 au niveau de l'OTAN, et si on regarde ce qui nous reste derrière, on se retrouve avec des petits milliards dont ce que vous venez de dire par rapport aux chiffres 2000 ou de 2000, et je suis d'accord avec Jean-Marc, 2000 c'est sans doute la barre en dessous. Oui. Tous ces chiffres sont quand même très élevés par rapport à des enjeux où on a déjà difficile de réagir. Bon, et